Noël, 2 syllabes sitôt prononcées et qui suffisent à nous plonger dans un monde d'enchantement. Quant à l'approche des fêtes de fin d'année, les villes s'illuminent et se parent de leurs plus beaux atours. Guirlandes, manteaux blancs, sapins géants. Mais pour 2,2 milliards de chrétiens, Noël c'est aussi la naissance de l'enfant de Bethléem, dans la nuit du 24 au 25 décembre, il y a tout juste 2014 ans. Alors comment le Père Noël fait-il pour distribuer tous ces cadeaux en une seule nuit? Où trouve-t-on en Europe le plus beau marché de Noël? De quelle manière les chrétiens d'Orient vivent-ils la fête? Réponse tout de suite, car cette semaine dans Focus, on vous emmène en féerie, on vous emmène sur la planète Noël. Bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité. Quoi de plus naturel que d'avoir choisi de planter le décor pour ce Focus spécial Noël, ici, à Nazareth, la ville où tout a commencé, la ville où Jésus a grandi jusqu'à l'âge de 13 ans, la ville berceau du christianisme. Notre première étape de ce voyage enchanté va nous conduire en Laponie, à l'extrême nord de la Finlande, où nos équipes ont réussi à localiser la maison du Père Noël. Et oui, il nous attend ce soir, juste avant de s'envoler à bord de son traîneau volant. Il nous a fait l'immense plaisir de répondre à nos questions. Alors Père Noël, bonsoir, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Père Noël, alors on sait que vous êtes très occupé, mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les cadeaux les plus demandés cette année, les plus insolites aussi? Oh, vous savez, c'est difficile à dire. Je ne pourrais pas vous donner un cadeau en particulier qui est le plus demandé, mais j'ai suivi les tendances de près avec les années. Je peux vous dire qu'en général, les garçons préfèrent des cadeaux plus mécaniques comme des voitures, des tracteurs, des engins, des choses comme ça. Les filles demandent plutôt des poupées, des peluches, des livres et des vêtements. C'est la répartition traditionnelle des cadeaux en général. En ce qui concerne les cadeaux les plus originaux, quelquefois les enfants demandent des animaux domestiques, ce qui est très difficile à réaliser. Père Noël, est-ce que parfois les enfants vous demandent d'exaucer des vœux plutôt que d'apporter des cadeaux? Oui, bien sûr. Vous savez, des fois, ils demandent des choses très tristes, comme par exemple, si je peux faire que leurs parents ne divorcent pas, ou que leur grand-mère ne soit plus malade, ou bien même qu'un enfant, un frère ou une sœur qui souffre d'un cancer, par exemple, ils me demandent qu'il ne soit plus malade. C'est tragique quelquefois. Bon, Père Noël, on va en profiter puisque c'est rare d'avoir une interview avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre secret pour distribuer autant de cadeaux en une seule nuit? Alors, vous et moi, nous avons la même heure, mais par exemple, en Angleterre, ils ont 2 heures de retard. Et au Japon, ils ont de l'avance. Donc, il n'est pas la même heure dans tous les endroits du monde. Alors, lorsque je voyage avec Rudolf et mes reines, on profite des décalages horaires, mais c'est un secret, ne le dites à personne. Est-ce que vous pouvez dire aux enfants qui nous regardent comment on devient Père Noël? Oh, ça remonte à il y a longtemps, mon ami. Mais je pense qu'un petit garçon avait fait un rêve, et ce rêve devait se réaliser. Alors je suis arrivé, et je suis là depuis. Allez, parlez-nous un peu de votre région, la Laponie. Oh, mais c'est une très belle région. C'est une terre d'opposition, vous savez, parce qu'en été, le soleil ne se couche jamais et donc il peut faire 35 degrés quelquefois. Et puis en hiver, le soleil ne se lève jamais et donc il peut faire moins 35 degrés dehors. Il y a beaucoup de neige, la neige recouvre tout en hiver. En été, il y a des fleurs, des plantes, des choses qui poussent dans la forêt, dans les jardins, dans la nature, donc c'est très intéressant. Dernière question, Père Noël. Si mes calculs sont bons, vous approchez des 190 ans, je crois. Vous pensez pas un peu à la retraite, non? Ah non, il y a tellement de choses à faire. Père Noël, merci beaucoup. Soyez prudents sur les routes. Merci. Et je souhaite à tous vos téléspectateurs un joyeux Noël. Joyeux Noël. Retour à Nazareth, dans l'enceinte de la basilique de l'Annonciation. Derrière moi se trouve la grotte de l'Annonciation. C'est là, précisément, où, selon la tradition chrétienne, l'archange Gabriel aurait annoncé à Marie qu'elle portait l'enfant Jésus. Le père Bruno Variano nous a rejoints ce soir. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Vous êtes le recteur de cette basilique et le gardien. Vous êtes prêtre franciscain, mais également psychologue. Alors, mon père, c'est là où tout a commencé finalement, hein. Et qu'est-ce que ça fait pour un chrétien de vivre dans une ville qui est le berceau de la civilisation du christianisme?
Eh bien pour nous, c'est un grand honneur, c'est une joie. Et pour moi personnellement, ce lieu saint est important, que ce soit du point de vue de la tradition, mais aussi de l'archéologie chrétienne. Parce qu'ici, nous nous trouvons dans la maison où a vécu la Vierge Marie et Saint Joseph. Et c'est aussi ici que l'ange Gabriel a rencontré la Vierge Marie. C'est le point de départ du salut pour nous les chrétiens. Alors c'est un Noël un peu particulier, on le sait, hein, le sort des chrétiens d'Orient n'est pas des plus reluisants en Syrie, en Irak, persécution, dimitude. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ici ? Nous prions ici tous les jours pour les chrétiens de Syrie et d'Irak. Ils sont nos frères de foi et il est impossible de nos jours de concevoir une telle violence. Les chrétiens sont martyrisés, ils sont persécutés. On ne peut pas faire de choses pareilles au nom de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous ouvrir à tous, nous devons nous aimer les uns les autres, comme dit Jésus. Nous prions pour que nos frères chrétiens de Syrie et d'Irak aient la force dans ces moments d'épreuve. Et nous pensons aussi à tous ceux qui souffrent sur cette terre. Cette ville de Nazareth, mon père, abrite près de 10% de la population chrétienne d'Israël. Parlez-nous un peu de cette communauté, de ce qui la caractérise. Eh bien, les chrétiens de Nazareth ont un grand amour pour ce lieu. Premièrement, nous avons une paroisse d'environ 8000 catholiques dans cette basilique. Et ils aiment ce lieu. Ils ont aussi un grand amour pour l'Église en général. Nous sommes une minorité, nous sommes peu, mais cela n'est pas le plus important. L'important, c'est que cette minorité soit constituée de bons citoyens et de bons chrétiens. Alors on est ici à Nazareth, c'est une ville qui est à majorité musulmane. En 1999, la construction d'une mosquée ici même face à la basilique avait menacé de mettre le feu aux poudres. Avec les musulmans de Nazareth, vous diriez que les chrétiens cohabitent, qu'ils coexistent ? Non, il y a une belle cohabitation, que ce soit entre les musulmans et les chrétiens, mais aussi il y a du respect pour ceux qui vivent à Nazareth-Ilite et qui sont juifs. Je pense que ce qui caractérise Nazareth, c'est justement cette cohabitation. Nous avons une belle cohabitation avec les musulmans. Merci Père Bruno Variano, vous êtes le recteur de cette basilique. Merci et joyeux Noël évidemment. Buon Natale. Il a près d'un demi-siècle. Il attire chaque année quelques 2 millions de visiteurs. Le marché de Noël de Strasbourg a été élu cette année, une fois de plus, meilleur marché de Noël d'Europe. Nous allons nous rendre tout de suite à Strasbourg, devant la cathédrale, où nous attend Annie Dumoulin. Vous êtes directrice adjointe de l'Office de tourisme du Strasbourg. Annie, vous êtes avec nous ? Oui. Alors Annie, je crois savoir que ce marché a une histoire toute particulière. Racontez-nous un peu. Eh bien déjà, c'est un des plus anciens d'Europe puisqu'il existe depuis 1570, rendez-vous compte. Hein. Il y a très peu de villes qui peuvent revendiquer un marché aussi ancien. Avant même cela, il y avait un marché de la Saint-Nicolas qui se tenait au pied de la cathédrale au XVe siècle. Dans cette ville devenue protestante, on a décidé de mettre fin au marché de la Saint-Nicolas pour le remplacer par le marché de l'Enfant Jésus. Et on part de la date de 1570 comme étant la date du premier marché de Noël de Strasbourg. Mais tout de même, qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel pour attirer chaque année 2 millions de visiteurs ? Alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il fait partie d'une opération que la ville de Strasbourg a baptisée en 1991 Strasbourg, capitale de Noël, et qui ne comprend pas simplement la vente de produits dans les petits chalets du marché de Noël, mais tout un ensemble de manifestations qui sont autour et qui font le charme de cette opération. Par exemple, le fait qu'on invite chaque année un pays hôte d'honneur, cette année c'est la Belgique, qu'il y ait un village du partage avec des associations caritatives, Place Kléber, qu'il y ait de nombreux concerts dans les églises, par exemple, que le marché soit placé sur 11 places différentes. Et ce qui est exceptionnel, c'est que le patrimoine de Strasbourg, qui est très beau, constitue un superbe écrin autour de ces marchés de Noël. Alors j'ai cru comprendre que cette année, la culture serait à l'honneur, hein ? Alors il y a énormément de choses de prévues. Je crois qu'il y a 500 manifestations, notamment culturelles, prévues pendant les 5 semaines du marché de Noël. Des expositions, de superbes concerts dans les églises. Et c'est vrai que c'est tout ça qui attire les foules. Il paraît que les Japonais et les Russes sont tombés amoureux de votre marché, si bien qu'ils l'ont reconstitué à Tokyo et à Moscou, c'est vrai ? Oui, c'est-à-dire que ça, c'est l'Office de tourisme qui, ces dernières années, a fait 2 éditions du marché de Noël à Strasbourg, à la fois à Moscou et à Tokyo. Et les retombées ont été conséquentes, effectivement. Depuis ce moment-là, on a une forte augmentation du nombre de touristes, à la fois russes et japonais. Ça doit être une sacrée manne financière, ça, pour la ville de Strasbourg, non ?
Tout à fait. Les retombées économiques sont tout à fait conséquentes. On sait que les hôtels sont complets, du moins les week-ends, pendant toute la période, qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour réserver, que les restaurateurs font le plein également quasiment tous les soirs et plusieurs services les week-ends, que les commerces voient leur nombre de clients augmenter considérablement. C'est vrai que c'est une manne touristique, il faut bien le dire, pour la ville. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même les gens qui, chez eux, ont des marchés de Noël, puisque depuis les années 95-2000, à peu près toutes les villes de France et de Navarre et à l'international ont des marchés de Noël, eh bien, ces visiteurs viennent et reviennent à Strasbourg parce qu'ils ont conscience que c'est ici et nulle part ailleurs qu'il y a vraiment une tradition ancestrale. Bon, Annie Dumoulin, c'est bien beau tout ça, mais faire ses emplettes, ça creuse. Si on a une petite faim en faisant le marché, qu'est-ce qu'on peut déguster de bon sur les étalages ? Alors on peut déguster beaucoup de choses, des spécialités locales comme la tarte flambée par exemple, mais beaucoup de bredele par exemple, ces petits gâteaux typiques, du vin chaud, il y a des litres et des litres de vin chaud qui sont consommés chaque année. Je crois même qu'il y a de la choucroute à certains endroits. Et puis il se trouve que le pays hôte d'honneur cette année c'est la Belgique et de ce fait, de façon tout à fait exceptionnelle, on peut manger également des frites dans la baraque à frites qui est installée place Gutenberg. Mais ce ne sera plus le cas l'année prochaine. Il y a aussi ce grand sapin sur la place Kléber, 30 mètres de hauteur, c'est impressionnant. Alors, ce sapin, il est chaque année très soigneusement choisi dans une forêt des Vosges. Cette année, il vient de la Bresse, un petit village côté lorrain des Vosges. Et il est décoré chaque année. Jusqu'à présent, c'était une décoratrice et qui a passé la main cette année, mais avec une décoration chaque fois différente. Et il fait tout à fait l'unanimité cette année. Bon, il faut dire qu'il est un petit peu embelli, on va dire, lorsqu'il arrive, non pas au niveau de sa cime, qui est bien droite et soigneusement choisie, mais au niveau des branches inférieures, parce que dans la nature, il n'est pas toujours aussi impeccable que cela. Mais en tout cas, tel qu'il est là, placé place Kléber, il est très majestueux et tout le monde le photographie. Annie Dumoulin, merci. Mais je vous en prie. Allez, on quitte Strasbourg à présent pour se rendre dans la vieille ville de Jaffa où nous attend notre ravissante journaliste Danielle Ziri. Danielle, bonsoir, joyeux Noël. Joyeux Noël, Cyril. Alors Danielle, je crois que vous voulez nous parler d'une tradition de Noël qui a été légèrement remaniée cette année, c'est ça ? Tout à fait. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette tradition de Noël aux États-Unis, mais c'est une tradition assez populaire. Il s'agit des Christmas cards. Le principe est simple. En fait, chaque famille prend une belle photo de famille. En général, elle est même prise par un professionnel. On l'imprime sur des petites cartes de vœux. On écrit en dessous joyeuse fête ou joyeux Noël et on l'envoie à tous ses amis et sa famille. En tout cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, il y a une famille américaine, la famille Holderness, il s'appelle, qui a décidé de moderniser cette tradition. Et au lieu de faire une carte de vœux sur papier, ils ont décidé de l'enregistrer et faire une carte de vœux vidéo qu'ils ont mise sur Internet, sur YouTube. Il s'agissait de leur version du tube de Will Smith, Miami. En tout cas, c'était très populaire sur le net, ça s'appelait Christmas Jammies. Je vous propose de regarder un extrait, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, c'est parti. These are Christmas jammies. Look at my Christmas jammies. Ah oui, très bien, je m'en souviens. Voilà, c'est une vidéo qui est devenue virale sur Internet l'année dernière. Elle avait 15 millions de vues, plus de 15 millions de vues sur YouTube. Les vues s'accumulent encore aujourd'hui. Et cette année, la famille Holderness ne nous déçoit pas à nouveau. Et ils ont décidé de refaire leur vidéo Christmas Card. Et cette fois-ci, sur une remix, leur propre remix un peu de Noël, du tube du groupe R.E.M. de 1987. Il s'agit de It's the End of the World. Ils l'ont remanié et l'ont appelé It's the End of the Year, c'est la fin de l'année. Je vous propose de regarder ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est assez entraînant. En tout cas, c'est coincé dans ma tête depuis plusieurs jours maintenant. Ils ont remanié en fait les paroles pour donner de leurs nouvelles à leur famille et à leurs amis, et bien sûr à d'autres millions d'autres étrangers sur Internet. Alors ça, c'est pour Noël en famille, mais qu'en est-il des célibataires ? C'est pas un peu dur d'être seul le soir de Noël ?
Oui, c'est vrai, Cyril. Je sais que les célibataires, bien souvent, appréhendent le dîner de Noël et les repas de famille en général parce que c'est vrai qu'en général, il est synonyme de questions incessantes de la part de la famille. Alors, il y a quelqu'un dans votre vie, vous avez un petit copain, une petite copine. En tout cas, c'est très gênant pour les célibataires. Mais pour ceux qui se sentent particulièrement seuls pendant les fêtes, eh bien, je veux vous présenter une jeune femme américaine. Son nom est Bridget. Elle a décidé de revendiquer son célibat et chaque année, aux États-Unis, elle fait ses propres Christmas cards, ses cartes de vœux, où elle se prend en photo seule. Elle signe d'ailleurs Bridget, just Bridget, Bridget, seulement Bridget, et elle les envoie à toutes ses amies et sa famille. Sa sœur, cette année, a décidé de les poster sur Internet, pour la plus grande joie de tous les internautes, puisque ça fait un carton sur le net en ce moment. Et cette jeune femme, cette année, a fait une autre carte de Noël. Et cette fois-ci, elle dit qu'elle entre dans 2015 avec amour et solitude. Donc vous voyez, pour les célibataires, il y a quelqu'un, en tout cas sur Internet, qui vous comprend. Daniel Ziri en direct de la vieille ville de Jaffa. Merci et joyeux Noël, évidemment. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale Noël. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous même jour, même heure. Et on va se quitter, comme c'est souvent le cas, en musique, avec la chorale des élèves de l'école Carmélite à Haïfa qui vont nous interpréter des chansons de Noël. Je vous souhaite d'excellentes fins d'année et à la semaine prochaine. Vivez curieux, restez focus.